On va prendre la direction de l'Ukraine et de la Russie parce qu'il se passe des choses en Russie ces dernières heures, avec ce qui semble être une des attaques les plus impressionnantes de Kiev sur le territoire russe, en tout cas une attaque massive. Le Kiev Independent rapporte que 40 bombardiers russes auraient été détruits ces dernières heures lors d'une attaque massive de drones. On va en parler avec nos invités, mais d'abord on va prendre la direction de l'Ukraine. C'est là que se retrouve notre correspondant LCI Stanislas Poyet. Bonjour Stanislas, que sait-on de cette attaque massive en Russie actuellement ? Alors, pour l'instant, ce que l'on sait de cette attaque massive, on le sait grâce au Kiev Indépendant, le journal ukrainien qui cite une source au sein du SBU, le service de sécurité ukrainien. 40 bombardiers russes auraient été détruits par des drones ukrainiens. Ce qui est très intéressant dans ce que l'on sait, c'est que l'une des bases touchées, selon le SBU, serait celle de Belaya en Sibérie, à plus de 4000 kilomètres de la frontière, c'est-à-dire bien plus loin que les frappes habituelles des drones ukrainiens. La vidéo qu'on a vue il y a quelques instants sur vos écrans, transmise par la rédaction, montre plusieurs avions en feu. Et les autorités russes, certaines autorités russes, notamment à Irkoutsk ou à Mourmansk, ont reconnu des attaques de drones sans en donner plus de détails. Alors, parmi les appareils visés figureraient des Tu-95, des Tu-22M3 et un A-50, un avion de reconnaissance essentiel pour l'armée russe. Ces bombardiers sont utilisés quasi quotidiennement pour bombarder chaque nuit les files ukrainiennes. Et le Tu-22, par exemple, est capable de tirer des missiles supersoniques quasi impossibles à intercepter pour les Ukrainiens sans les systèmes antiaériens occidentaux, comme les missiles Patriot, par exemple. Alors, on ignore encore pour l'instant quels drones ont été utilisés, mais certaines sources au Kiev Indépendant évoquent des modèles de longue portée lancés depuis des camions, et une opération serait toujours en cours. Alors, la dernière chose qui est intéressante à noter, c'est que ce raid intervient à la veille de la rencontre proposée par Moscou à Istanbul, et elle montre que Kiev entend rester à l'offensive, y compris sur le plan militaire. Merci beaucoup Stanislas, on reviendra vers vous bien sûr à Kiev pour avoir plus d'informations dans cette émission. J'accueille Marc Semo. Bonjour Marc, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge, auteur de 100 questions sur la géopolitique. Bonjour Adina Revol, essayiste, professeur affilié à Sciences Po et ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, auteur de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. J'accueille Vincent Crouzet. Bonjour Vincent, bonjour, expert en renseignement et écrivain, auteur également du Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont. Et puis Michel Fayad, bonjour, et analyste politique et géopolitique. D'abord une question à vous quatre. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'attaque la plus massive sur l'armée de l'air russe ? De mémoire, il ne me semble pas avoir vu une attaque avec 40 bombardiers détruits. Oui, apparemment c'est la plus importante. Alors ensuite, on n'en connaît pas encore toutes les modalités. Mais si effectivement ça a été à partir de drones qui avaient été prépositionnés en territoire russe, non loin des aéroports, c'est extrêmement impressionnant. Et cela montre à nouveau à quel point les services ukrainiens sont imaginatifs, actifs en Russie. La première attaque contre le pont de Kerch qui relie la Crimée au reste du territoire russe, ça avait été avec un camion piégé. Il y a eu énormément. Il y a eu quand même plusieurs figures fortes du nationalisme, des ultranationalistes russes qui ont été victimes d'assassinats ciblés. Un a coûté la vie à la fille d'Alexandre Douguin, qui était un des idéologues, mais il y a eu aussi l'écrivain Zakhar Prelépine et d'autres. Il y a eu des généraux, auteurs notamment d'attaques à l'arme chimique. C'est la suite finalement de toute cette... Voilà, et donc il y a cette présence des services ukrainiens, et là ça se confirme, parce qu'effectivement il y a un certain nombre des attaques qui ont été faites dans des endroits totalement hors de portée des drones partant du territoire ukrainien, même compte tenu du fait que les drones ukrainiens sont de plus en plus opérationnels. Aujourd'hui l'Ukraine produit quasiment la moitié de son armement, dont notamment les drones. Alors avant de donner la parole à vous trois, j'accueille Xavier Titelman. Bonjour Xavier, on vous connaît bien ici. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste des questions aéronautiques. Quand vous voyez cette attaque massive, concrètement, est-ce que c'est une attaque qui fait mal à l'armée de Russe, à l'armée de la Russie ? Oui. Très clairement. Alors, ça fait mal à deux titres. Déjà, parce que ce sont les avions qui bombardent jour après jour depuis 3 ans les Ukrainiens. Certains de ces avions qui ont été détruits au sol étaient déjà porteurs des missiles qu'ils allaient tirer le jour même sur l'Ukraine. C'est des avions qu'on appelle les Tupolev 95. Il y en aurait 27 qui auraient été détruits, donc la quasi-totalité de la flotte. Donc, pour l'Ukraine, c'est un coût important. Mais en plus, on parle des mêmes vecteurs nucléaires. C'est-à-dire qu'après la fuite de 2 millions de documents qui concernaient le vecteur terrestre, on a maintenant le vecteur aérien de l'armée de l'air pour utiliser ces armes nucléaires
nucléaire qui est également détruit. Donc c'est un coup stratégique à la fois pour l'Ukraine, mais également par rapport à tous les pays qui sont en compétition avec la Russie. Alors le SBU n'a pas officiellement revendiqué, mais est-ce que l'Ukraine, elle est capable de faire ça sur la profondeur en Russie ? C'est pas la première fois. Effectivement, il y a eu déjà une frappe hier à l'autre bout sur le Pacifique. On a eu un nombre de réussites en ciblant des personnels. On a des avions qui ont brûlé sur des bases, comme par exemple un Sukhoi 30 encore le mois dernier sur la base de Belgorod. Et là, on est des camions. Et donc, c'est des camions qui ont été envoyés. Et ils ont réussi à envoyer ces camions qui sont en sorte des containers dans lesquels il y a une trentaine de petits drones qui vont décoller. Et ils ont réussi à les envoyer sur 5 bases aériennes différentes. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement ils ont réussi à le faire en même temps sur toutes les bases sans se faire attraper, mais là on est en train de découvrir depuis quelques minutes qu'il n'y a pas que des bases aériennes, il y a également des bases, peut-être la base dans lesquelles il y a des silos nucléaires tout à fait au nord qui sont utilisés, c'est les mêmes qui sont utilisés pour bombarder l'Ukraine à partir des navires. Donc là, c'est peut-être que le début de cette opération qui va se continuer toute la journée. Alors concrètement, comment ça s'est mis en place ? Quel est le modus operandi ? On nous parle de drones évidemment, des drones qui ont été lancés sur le territoire russe, ou est-ce que ce sont des drones qui ont été lancés depuis le territoire ukrainien ? Est-ce que l'Ukraine a les moyens, entre guillemets, matériels avec des drones qui peuvent parcourir autant de distance ? Là on parle de plus de 4000 km quand même. Non, très clairement, ce sont des camions qui étaient déjà sur le territoire russe. Ils sont peut-être passés par d'autres pays, peut-être par la Géorgie, l'Arménie, la Mongolie. Il y a énormément de zones dans lesquelles où les contrôles sont peut-être pas aussi sévères. Et on a des premières images. Et c'est vraiment une toute petite superficie sur le haut du camion qui fait à peine quelques dizaines de centimètres de hauteur. Donc peut-être que le camion en dessous, ça se voyait pas. Mais au-dessus, vous avez cette plateforme qui s'ouvre. Et donc, il suffit de se rapprocher à quelques kilomètres. Et a priori, comme on le voit ici, on a des retours vidéo des drones kamikazes FPV qui sont en train d'aller s'écraser. Ça veut dire que ces camions, non seulement ils larguaient les drones, mais en plus eux-mêmes, ils étaient certainement connectés avec simplement des puces 3G. Là, ils captaient le réseau téléphonique terrestre russe sur la zone, et c'est avec ça que les Ukrainiens à distance étaient capables de les piloter simplement par Internet. Donc il y a des Ukrainiens en Ukraine qui sont en train de piloter des drones qui s'écrasent sur les infrastructures vitales russes. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit qu'il y a des systèmes d'autodestruction, et ces camions piégés qui ont envoyé ces drones, à la fin de leurs opérations, ils commencent à brûler tout seuls, et on a aussi des retours d'expérience sur ça. Xavier Tuttemann, vous restez avec nous bien sûr, mais je donne la parole à Vincent Crouzet. Vincent, quand on voit une opération comme ça, forcément on se dit qu'il y a du renseignement derrière. Ah, énorme, c'est une opération combinée entre le SBU, puisque Stanislas Poirier nous a parlé de l'implication du SBU, et du GUR, la direction du renseignement militaire ukrainien, donc, qui ont travaillé en interopérabilité sur cette attaque, qui est une attaque combinée massive, parce que je pense qu'à la fois l'attaque des 4 ponts, enfin des quatre trains sur les ponts et sur les trains des dernières 24 heures, l'attaque sur les 4 bases aériennes, plus l'attaque sur Vladivostok sur 2 unités de forces spéciales russes, certainement par le 10e détachement spécial du GUR. Tout ça, ça a été combiné. C'est une attaque massive, une attaque de prestige, de communication aussi. Ça a un coût très important pour les Russes, comme le disait Xavier, une quarantaine d'avions et notamment de bombardiers stratégiques touchés, une très très grosse partie de la flotte stratégique russe, enfin de la flotte aérienne stratégique russe. C'est un coût très très important pour c'est un coût incroyable pour les Ukrainiens, qui oppose à cette espèce d'attaque laborieuse russe sur le front, coûteuse en hommes et en matériel, toute l'audace et toute la capacité, tout le capacitaire des forces spéciales, des services spéciaux ukrainiens. Adina Revol, vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est à la fois une opération stratégique, mais aussi une opération de communication. D'ailleurs, on a les images de ces drones qui décollent des camions. Mais clairement, parce que ça montre toute la faiblesse de la Russie, en fait, et toute l'ingéniosité depuis le premier jour de l'Ukraine, et le fait que l'Ukraine a toujours les cartes en main. Quoi que l'on dise, donc aujourd'hui, l'armée russe est empêtrée en Ukraine avec des pertes très importantes pour gagner 2-3 km². Et d'autre côté, les Ukrainiens, avec beaucoup d'ingéniosité, de courage et de renseignement, ils attaquent de manière très ciblée des intérêts stratégiques russes qui, derrière, justement, permettent aux citoyens ukrainiens de ne plus avoir les bombes qui tombent tous les jours sur leur tête. Parce que c'est aussi ça, derrière, c'est quelque chose de très concret. Il y aura moins de bombardements sur des villes qui se sont intensifiés depuis le mois de janvier. On voit bien que les bombardements sur les civils sont devenus une chose très courante en Ukraine. Xavier Tuttemann, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que les bases aériennes russes sont attaquées. Est-ce qu'elles sont vraiment vulnérables ? On a l'impression que la Russie n'arrive pas à protéger ses bases aériennes.
Jusqu'à maintenant, c'était plutôt des envois à longue distance, comme on le disait traditionnellement, des drones qui ont quelques kilos d'explosifs et qui doivent être lancés depuis l'Ukraine. Donc 300, 500, 1000 kilomètres dans certains cas, avec finalement les 3/4, 80% de ces drones qui étaient interceptés sur le trajet entre l'Ukraine et leur cible. Et finalement, aller taper à plus de 500, 800, 1000 kilomètres, c'était de plus en plus compliqué. Là, la grosse différence, c'est qu'ils le font depuis le sol russe. Donc c'est une question d'infiltration. Je pense que cette opération est un succès. Ils ne pourront pas le faire 2 fois. Mais ça veut dire qu'en partant de si proche, avec des drones de si petite taille, eh ben, c'est très difficile à détecter. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, je ne sais pas si c'est lié, mais on a vu par exemple les Russes annoncer qu'ils avaient réceptionné des systèmes de protection laser d'origine chinoise. Parce que ces tout petits drones-là, il faut réellement une protection qui soit au plus proche de la base. On ne peut pas avoir des lignes concentriques qui vont être à des kilomètres et des kilomètres. Il faut vraiment un système terminal. Ça veut dire qu'il y a une partie du matériel qui est déployé en Ukraine qui va être détourné du front ukrainien pour être obligé de le mettre sur les arrières. Et ça aussi, c'est un succès. C'est que non seulement ils seront moins bombardés, mais en plus, les capacités de défense russes sur le front, ça aussi, ça va être passablement infléchi. Michel Fayette, vous êtes d'accord avec cette analyse? Finalement, c'est un double succès pour Kiev. Oui, tout à fait. Et à l'aube en fait, des négociations qui vont se dérouler demain, c'est sûr que l'Ukraine revient en force, disons, à la table des négociations. La question, ça va être quand même la réaction de Moscou, parce que c'est vrai que ça affaiblit un peu la Russie par rapport au bombardement récent sur Kiev. Mais il est clair que Poutine ne va pas laisser passer ça. Il va certainement vouloir lui aussi frapper fort. En fait, on n'est pas dans une logique où, vous savez, tu me frappes fort, alors du coup, moi, je me calme et je fais plus rien. Et c'est plutôt de la surenchère, vous voyez. Donc, si jamais l'Ukraine fait un tel coup, il faut s'attendre à ce que la Russie frappe extrêmement fort dans quelques heures ou dans quelques jours. Et donc là, il faut craindre plutôt le pire, en fait. Marc Semo, vous êtes d'accord? La réponse russe va pas oui. tarder. Et ce qui est très frappant dans tout ça, c'est que les Ukrainiens ciblent des objectifs clairement militaires, et a fortiori les bombardiers qui bombardent l'Ukraine, les Russes répondent par des attaques indiscriminées qui visent en grande partie les civils. On l'a vu, les 25 et 26 mai, pendant 3 jours, il y avait eu à peu près plus de 1000 missiles, drones, etc., qui s'étaient abattus sur l'Ukraine, notamment sur Kiev, faisant 12 morts, la plus grosse attaque sur Kiev quasiment depuis le début de la guerre. Donc on voit très bien que les Ukrainiens, malgré toutes leurs difficultés, sont à l'initiative, avec une réelle créativité, inventivité au niveau des objectifs, comme le disait très bien Vincent, et les Russes sont toujours dans une espèce de tactique, celle de la chair à canon qu'on envoie par vagues se faire tuer en attaquant les lignes ukrainiennes, en grignotant à peine quelques kilomètres, et des bombardements comme ça, visant uniquement à terroriser les populations. Et donc cette espèce de fossé entre les deux devient de plus en plus évident, et cela va peser sur les discussions qui peut-être un jour s'ouvriront réellement. On va quand même regarder ces images, parce qu'on a les images, c'est quand même assez impressionnant. Regardez de ces drones qui décollent des camions, encore je vous le disais. Ça veut dire que quelqu'un filme ces images. Ça veut dire qu'il y a une complicité. Ça veut dire que des Ukrainiens sont sur le territoire russe, qu'on les laisse entrer. Vincent ? Il y a du soutien opérationnel. Là, on a des équipes déployées qui ont été projetées par les services ukrainiens. Alors, je dois dire que c'est une énorme faille de sécurité côté russe. Énorme faille de sécurité. Il y a déjà eu la faille dont parlait Xavier tout à l'heure concernant les installations nucléaires terrestres russes. Là, cette fois-ci, il y a cette affaire-là qui va faire très très mal à Poutine, qui va détester cette séquence. C'est tout de même une humiliation conséquente. Ça signifie une opération comme ça, c'est par site et par base, c'est une quarantaine de personnels déployés par les services ukrainiens à peu près. Entre le service opérationnel, entre le soutien opérationnel qui va être autour des camions, les opérateurs, les gens qui s'occupent de la plateforme de lancement, etc. C'est considérable.